Et si je te disais que j'ai passé plus de 50 ans à cacher un secret si lourd que parfois j'avais l'impression qu'il me mangeait de l'intérieur? Et si je te disais que, pendant des décennies, j'ai cru que c'était de ma faute, que c'est moi qui l'avais provoqué, que c'est moi qui avais détruit ma famille, que c'est moi la honte de tout un village? Je m'appelle Clémence Maréchal. J'ai 84 ans. Je suis née et j'ai grandi à Saint-Révérien, un tout petit village perdu dans la campagne bourguignonne, où tout le monde connaît tout le monde et où les secrets sont enterrés plus profondément que les morts au cimetière. Je suis la fille unique d'un couple de professeurs catholiques stricts. Mon père, Armand Maréchal, était instituteur à l'école du village. Ma mère, Marie-France, donnait le catéchisme à l'église. Chez nous, la discipline, c'était de l'or. Le silence, une vertu. Et l'obéissance, le seul chemin vers le salut. J'ai grandi dans une maison froide, même en été, pas à cause de la température, non, mais à cause de l'air qui y régnait. On ne riait pas, on ne courait pas, et surtout, on ne posait pas de questions. J'ai appris très tôt à marcher sur la pointe des pieds, à baisser les yeux, à parler doucement et à ne jamais, jamais désobéir. J'avais 11 ans quand c'est arrivé pour la première fois et je ne l'ai raconté à personne, pas même à moi-même. J'ai fait comme on m'avait appris. J'ai fermé les yeux, j'ai serré les dents et j'ai fait comme si ça n'était pas réel. Mais ce l'était. Mon oncle, le frère de ma mère, un homme respecté dans la région, un homme de foi, de réputation. Il avait les clés de la maison. Il venait souvent dîner avec nous. Il m'offrait des sucreries, des livres. Et un jour, il a dit qu'il m'aimait, pas comme un oncle, pas comme un adulte devrait aimer une enfant. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas eu le temps. Tout est allé très vite. Et puis il m'a regardé dans les yeux et m'a dit de ne surtout rien dire. Si tu parles, personne ne te croira. Tu vas faire du mal à ta mère. Et je l'ai cru, parce que j'étais une enfant, parce qu'il avait cette autorité dans la voix, parce que dans ma tête d'enfant, c'était à moi de protéger les autres, même de lui, même de moi. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à disparaître, à l'intérieur de moi-même. Je suis devenue sage, trop sage, toujours souriante, toujours polie. On disait que j'étais une enfant exemplaire, mais personne ne savait que derrière ce sourire, je portais une douleur qui ne disait pas son nom. Les années ont passé et avec elles, les abus ont continué, parfois espacés, parfois inattendus, mais toujours présents, comme une ombre qui me suivait partout. À l'école, je brillais, je lisais tout ce que je pouvais, je rêvais de devenir institutrice, comme mon père. Je voulais quitter Saint-Révérien, je voulais m'enfuir. Mais comment fuir quand on n'a que 15 ans, aucun argent et une famille qui vous regarde comme si vous étiez leur fierté? Je portais mon masque avec talent, même quand je saignais, même quand je voulais hurler, même quand, certaines nuits, je priais pour ne pas me réveiller. J'allais à l'église chaque dimanche, je faisais mes prières, je confessais des choses ridicules, comme avoir volé une pomme ou dit un mensonge à une amie, mais jamais, jamais je n'ai osé confesser la vérité, parce qu'au fond, je croyais que c'était moi le péché, que mon corps était impur, que j'étais celle qui détruisait tout ce qu'elle touchait. Et alors, j'ai fait ce que beaucoup de femmes ont fait avant moi. J'ai continué, j'ai vécu, j'ai survécu, mais il y a un prix à ce genre de silence, un prix élevé, un prix que l'on paie chaque jour dans le miroir, dans les insomnies, dans les choix qu'on ne fait pas, dans les amours qu'on refuse, dans les maternités qu'on redoute. Aujourd'hui, je suis vieille, mon corps me fait mal, mais ce n'est rien comparé à la douleur de ces souvenirs qui, même après toutes ces années, me réveillent parfois en sursaut. Pourquoi je parle maintenant? Parce que je ne veux pas mourir avec ça. Parce que je veux que d'autres femmes sachent qu'elles ne sont pas seules. Parce que je veux que ma vérité serve à quelque chose. Parce que je veux me libérer, enfin. Et toi qui m'écoutes, si tu es arrivé jusqu'ici, commente cette phrase pour moi avec tout ton cœur. Moi aussi, je porte des cicatrices silencieuses. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage-la. Peut-être que cette histoire te rappellera que ta voix aussi mérite d'être entendue. Je crois que ce que j'ai le plus longtemps redouté dans ma vie, ce n'est pas ce qu'on m'a fait, mais ce que je n'ai jamais pu dire, le silence. Ce silence-là, celui qui ronge, qui empoisonne lentement tout ce que l'on est. Ce silence qui, au début, semble être un abri, un moyen de se protéger, mais qui, à la longue, devient une prison sans clé. Après ce que mon oncle Serge avait commencé à faire, ses gestes, ses regards, ces moments étranges qu'il appelait notre complicité, je suis devenue une experte du mensonge. Je riais,
quand il fallait rire. Je répondais « ça va » quand on me demandait si tout allait bien. Je faisais mes prières avec ferveur. Je lisais la Bible avec rigueur. Mais à l'intérieur, tout était sec. Un jour, j'ai entendu ma mère dire à une voisine que j'étais une enfant modèle. Cela m'a donné envie de pleurer. Mais je ne l'ai pas fait parce que même mes larmes étaient devenues silencieuses. Je n'avais que 13 ans, mais j'avais l'impression d'en avoir 40. Je ne rêvais plus. Je ne jouais plus. Je ne me regardais plus dans le miroir. À l'école, j'étais brillante, appliquée, disciplinée. Mais je me souviens très bien de ce jour où, pendant un cours de français, la professeure a dit « Il y a des silences plus lourds que 1000 cris » et j'ai eu envie de hurler. Mais je me suis contentée de noter la phrase, en silence. À la maison, mon oncle continuait à venir, toujours le dimanche. Il m'appelait « ma petite étoile ». Il me frôlait les épaules en passant derrière moi. Il m'envoyait des lettres pleines de mots doux, glissées dans mes livres. Il savait très bien ce qu'il faisait. Et moi, je me persuadais que c'était moi le problème, que j'étais confuse, que j'avais mal interprété, que j'étais responsable de cette ambiguïté. Un jour, j'ai voulu en parler à l'abbé du village. Il m'a accueilli dans son bureau avec bienveillance. Mais dès que j'ai commencé à dire que je me sentais mal à l'aise avec un membre de ma famille, il a blêmi. Il m'a interrompu. Il faut pardonner, Clémence. Le mal est souvent dans les intentions que nous prêtons aux autres. Peut-être que tu imagines des choses, et c'est là que j'ai compris. Même Dieu, dans ce village, était sourd. Je suis ressortie honteuse, coupable, salie, et surtout encore plus seule qu'avant. Cette solitude, je l'ai portée comme une seconde peau. Je me suis coupée du monde. Je refusais les sorties, les fêtes, les invitations. Je n'avais pas d'amis proches. Je m'enfonçais dans les études, comme on se noie dans un livre, pour ne pas penser. À 15 ans, j'ai été acceptée dans un internat de jeunes filles à Dijon. J'ai sauté sur l'occasion. C'était ma première fuite, mais on ne fuit pas ses souvenirs. Ils vous suivent, ils s'installent dans vos valises, ils se glissent sous vos draps, ils respirent dans votre nuque pendant la nuit. À Dijon, j'ai connu une autre forme de silence, celui des filles qui portaient en elles des fêlures qu'elles ne disaient jamais. On les reconnaissait à leur regard, à leur façon de sursauter quand on les touchait, à leur difficulté à se laisser aimer. J'en faisais partie, et pourtant, je ne disais toujours rien, pas un mot, pas une plainte. Pas un cri, parce que je croyais que ce que j'avais vécu n'était pas assez grave, qu'il y avait pire, que d'autres avaient souffert davantage, et que moi, je n'étais qu'une jeune fille trop sensible, trop compliquée. Cette pensée m'a poursuivie pendant des années. Elle m'a empêchée de vivre pleinement. Elle m'a empêchée de me lier vraiment aux autres. J'ai eu des prétendants, des garçons gentils, polis, attentifs. Mais dès que l'un d'eux me prenait la main, je sentais une peur froide me remonter le long du dos. Comme si mon corps refusait, comme si tout en moi disait non, même quand ma tête disait oui. Alors je sabotais tout, je devenais distante, je trouvais des excuses, je les faisais fuir et je restais seule. Je suis devenue institutrice comme je l'avais rêvé. J'ai enseigné la littérature à des générations d'élèves. J'ai parlé de Victor Hugo, de Marguerite Duras, de Camus, mais jamais de moi, jamais de ce que j'avais traversé. Jusqu'au jour où, dans une salle de classe, une jeune fille de 14 ans s'est mise à pleurer sans raison. Elle m'a dit que tout allait bien, mais je savais, je l'ai vue, moi, la cassure dans ses yeux, parce que c'était la même que dans les miens, 50 ans plus tôt. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que le silence n'était pas une protection, c'était un poison, et que si je ne le brisais pas, il me tuerait. Mais briser le silence, c'est une guerre. Contre soi-même, contre les souvenirs, contre la honte. Ce combat-là, je l'ai mené pendant des années. Et je te raconterai comment, dans le prochain bloc, j'ai commencé à retrouver ma voix. Si tu es encore là, écris dans les commentaires « Je refuse de me taire ». Parce que chaque mot partagé est une victoire contre l'oubli. Aime cette vidéo, abonne-toi et partage-la. Tu ne sais pas à qui elle pourrait sauver l'âme. Le jour où j'ai enfin osé parler, j'avais déjà 63 ans. Oui, tu as bien lu, 63 ans. Une vie entière passée à porter un secret comme un fardeau invisible, mais tellement lourd qu'il m'empêchait de respirer. Une vie à prétendre, à sourire, à me tenir droite, alors que tout mon être criait au secours. Une vie à me taire, parce que je croyais que personne ne me croirait. Mais ce jour-là, quelque chose en moi s'est brisé, ou peut-être, enfin, s'est ouvert. C'était un mardi d'hiver. J'étais à la maison de retraite de Saint-Révérien depuis un mois. Mon cœur s'affaiblissait, mon corps aussi. Les médecins parlaient de tension instable, de vertige. Je savais ce que c'était. C'était l'âme qui se fatiguait de porter autant. Une psychologue passait chaque semaine pour parler aux anciennes, comme il disait. Elle s'appelait Marianne, une jeune femme douce, les cheveux attachés en chignon flou, des yeux pleins de curiosité et de respect.
Elle m'a proposé de m'asseoir avec elle dans le salon de lecture, un endroit tranquille, baigné par la lumière de la fin de matinée. Je me souviens encore de la couverture tricotée sur mes genoux, de l'odeur du bois ciré, du bruit lointain d'un aspirateur au fond du couloir. Tout était normal, tout était paisible, et pourtant, en moi, une tempête. Elle m'a simplement demandé « Est-ce que vous avez des souvenirs que vous portez encore et qui vous font souffrir, Madame Maréchal ?» Et sans que je sache pourquoi, les mots sont sortis. Je ne l'avais jamais fait, pas même devant un miroir, pas même en pensée. Mais ce jour-là, je lui ai dit, je lui ai raconté, pas tout d'un coup, pas dans les détails, mais assez pour qu'elle comprenne. Assez pour que je me sente nue, fragile, tremblante. Et tu sais ce qui m'a le plus bouleversée? Elle n'a pas douté. Elle n'a pas dit « Êtes-vous sûre ?» Elle n'a pas dit « Mais pourquoi maintenant ?» Elle a juste pris ma main et elle a dit « Vous êtes très courageuse de le dire aujourd'hui. Ce que vous ressentez est légitime et vous n'êtes pas seule. » Ces mots-là, je les ai gravés en moi. Et pourtant, ce n'était que le début. Parce que briser le silence, c'est une chose. Mais être entendu, c'en est une autre. Marianne m'a proposé d'en parler à ma famille, à ma fille surtout. Ma fille, Élodie, elle avait alors 40 ans. Une femme brillante, rigoureuse, cartésienne. Médecin dans une grande ville. Mère de 2 enfants. Je l'admirais. Mais j'avais toujours eu peur de son jugement. Elle est venue me voir ce dimanche-là avec ses enfants. Et après le repas, alors que les petits jouaient au domino, je lui ai demandé de rester seule avec moi. J'ai pris une grande inspiration et j'ai parlé. Je lui ai raconté mon enfance, le poids, la peur, l'oncle Serge, les silences, les cicatrices. Et elle a écouté, longtemps, sans m'interrompre. Mais à la fin, elle a secoué la tête. Maman, tu es sûre que ce ne sont pas des souvenirs confus? Tu étais petite. Tu as peut-être mal interprété. Et puis Serge est mort depuis des années. À quoi bon remuer tout ça? Et là, mon cœur s'est fendu une seconde fois. Elle ne me croyait pas, ou plutôt, elle ne voulait pas croire, ce qui revient au même. J'ai senti en moi une douleur ancienne, vive, comme une brûlure. Ce n'était pas seulement la blessure du passé, c'était celle du présent. Je venais de lui tendre mon âme et elle l'avait laissée tomber. J'ai pleuré, pour la première fois devant elle, des larmes d'enfant. Et elle a semblé gênée, presque agacée. « Maman, ne commence pas avec ça. Tu sais, à ton âge, on peut avoir des souvenirs reconstruits, des souvenirs reconstruits. » Cette phrase m'a hantée pendant des semaines. Et ce n'était pas la dernière fois qu'on me la servirait. Quand j'ai voulu en parler à d'autres membres de la famille, certains m'ont dit « il était un homme bon. Jamais il n'aurait fait ça. Tu inventes pour attirer l'attention. À quoi ça sert maintenant? Ce n'est pas bon pour ta santé de ressasser tout ça. » Même ma sœur, avec qui j'avais grandi, m'a dit « Tu veux salir notre nom de famille à ton âge? Pourquoi ?» Je me suis retrouvée face à un mur froid, compact, imperméable. Et pour la première fois, j'ai compris pourquoi tant de femmes se taisaient à jamais. Parce que le plus violent, parfois, ce n'est pas ce qu'on a subi, c'est de ne pas être cru. Alors, j'ai cessé de parler, je suis retournée dans mon silence. Mais il n'était plus le même. Il était plein de colère, de lucidité, de vérité. Je savais ce que j'avais vécu et plus personne ne m'en ferait douter. Ce jour-là, quelque chose en moi a changé. Je n'étais plus une victime, j'étais une survivante. Et même si le monde refusait de voir ma blessure, moi, je la regardais en face. Je savais que je devais trouver une autre façon de guérir. Peut-être pas en parlant à ma fille, peut-être pas en confrontant les vivants, mais en m'adressant à d'autres, à toi, à celles et ceux qui me lisent aujourd'hui. Car parfois, ce sont les inconnus qui entendent vraiment. Si tu es encore là, laisse un commentaire. Je te crois, Clémence, parce que parfois, un simple mot peut sauver une vie. Aime cette vidéo, partage-la et abonne-toi. Cette histoire est vraie et c'est ma voix. L'histoire que tu entends est une création originale, inspirée de la vérité d'une vie. Je n'ai jamais su exactement à quel moment la peur pour moi s'est transformée en peur pour elle. Mais c'est arrivé, silencieusement, sournoisement. Dès le jour où j'ai tenu Élodie dans mes bras pour la première fois, elle était si petite, si fragile. Et pourtant, elle tenait déjà dans son regard cette lumière que moi, je n'avais jamais eue. Je me suis dit, elle ne vivra jamais ce que j'ai vécu. Je l'en empêcherai. C'était une promesse, un serment gravé dans ma chair. Mais ce serment, je ne savais pas encore à quel point il me hanterait. J'étais une jeune mère fatiguée, trop fatiguée. Fatiguée du poids du passé, fatiguée des cauchemars, fatiguée de devoir sourire alors que tout en moi criait. Mais pour elle, je me levais. Je préparais ses repas, je bordais ses couvertures, je récitais des comptines le soir. Je faisais de mon mieux pour qu'elle croie en la douceur de la vie. Mais au fond, j'étais terrorisée, terrifiée à l'idée qu'un jour, quelqu'un pourrait poser sur elle le même regard que Serge avait posé sur moi. Terrifiée que la cruauté se transmette comme une malédiction. Terrifiée d'échouer à la protéger. Et alors,
j'ai commencé à exagérer, à tout contrôler. Je ne la laissais pas aller chez des amis. Je vérifiais toutes les portes. Je questionnais chaque adulte qui l'approchait. Je devenais cette mère un peu trop rigide, un peu trop méfiante. Et parfois, Élodie me regardait avec cette incompréhension dans les yeux. « Pourquoi tu ne veux jamais que j'aille dormir chez ma cousine? Pourquoi tu es toujours derrière moi quand je parle à quelqu'un? Pourquoi tu fouilles dans mes affaires ?» Je ne savais pas quoi répondre. Comment lui dire que je ne voulais pas que le mal se répète? Comment expliquer une peur que moi-même, je n'arrivais pas à formuler clairement? Alors je disais, c'est pour ta sécurité. Je te protège, fais-moi confiance. Mais au fond, c'était moi que je cherchais à réparer, à travers elle. Et plus elle grandissait, plus la distance se créait entre nous. Elle voulait vivre, découvrir. Et moi, je voulais la garder dans une cage dorée. Je me souviens de cette dispute. Elle avait 16 ans. Elle voulait partir en camp de vacances avec sa classe. J'ai dit non, fermement, catégoriquement. Elle a hurlé. « Tu veux m'enfermer toute ma vie? Tu crois que tout le monde est un monstre ?» Et là, je lui ai répondu sans réfléchir. « Oui, parce que je sais ce que les monstres peuvent faire quand personne ne regarde. » Elle m'a regardée, figée, et elle a dit « Tu ne vas pas bien, maman. Va voir quelqu'un. » Je me suis effondrée. Elle ne savait rien. Elle croyait que j'étais folle. Et peut-être que je l'étais un peu, de douleur, de fatigue, de mémoire. J'ai accepté qu'elle parte, mais je n'ai pas dormi cette semaine-là. Pas une nuit. Je faisais des cauchemars d'elle enfermée dans une cave, de cris, de portes fermées. Je me réveillais en sueur. Et pourtant, elle est revenue, souriante, bronzée, pleine de souvenirs. Et j'ai compris que peut-être, le monde n'était pas aussi noir que celui que je portais en moi. Mais la peur, elle restait. Je n'ai jamais osé lui raconter ce que j'avais vécu. Je voulais la préserver, mais en la protégeant, je l'ai blessée. Elle me trouvait distante, froide, parfois dure. Je ne savais pas comment lui dire que chaque fois que je la voyais dormir, une partie de moi remerciait Dieu qu'elle ait survécu à l'enfance sans être brisée, que chaque sourire d'elle était une réparation de ma propre histoire. Mais à trop vouloir réparer à travers elle, j'ai oublié qu'elle n'était pas moi. Elle est devenue adulte. Elle s'est éloignée, elle a construit sa vie. Et moi, je suis restée avec mes non-dits. Je me demande parfois si elle aurait été différente si j'avais parlé plus tôt. Si j'avais eu le courage de lui dire « Ma fille, je porte en moi une douleur que tu ne peux pas comprendre, mais qui explique tout. » Mais je ne l'ai pas fait. Et le lien entre nous est resté, fragile, pas cassé, mais plein de fissures. Un jour, elle m'a dit « Tu es une bonne mère, mais je ne t'ai jamais sentie vraiment présente. » Et cette phrase m'a transpercée, parce que j'avais tout donné, mais dans le silence. Et l'amour, parfois, ne suffit pas quand il n'est pas compris. Aujourd'hui, je sais que j'ai fait de mon mieux, mais je sais aussi que le passé non guéri contamine l'avenir. Et c'est pour cela que je raconte enfin mon histoire, pour qu'une autre mère ne reproduise pas mes erreurs, pour qu'une autre fille comprenne que la froideur de sa mère cache peut-être un feu intérieur trop douloureux pour être nommé. Quand les mots ont commencé à sortir, c'était comme un barrage qui se brisait. D'abord, je l'ai dit à Marianne, la psychologue. Puis, j'ai tenté de le dire à Élodie. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'était que mon cœur allait exiger davantage. Je voulais être lavée, pas dans le sens spirituel, non, mais humaine. Je voulais que quelqu'un, n'importe qui, dise « Ce que tu as vécu était réel. Ce que tu ressens est juste. Tu n'es pas folle. » Et dans mon esprit, il n'y avait qu'un seul endroit où cette reconnaissance aurait eu un vrai sens, l'église. Là où j'avais appris à me taire, là où on m'avait enseigné le pardon, mais pas la justice. Là où Serge s'asseyait au premier rang, costume propre, main levée, regard droit. Là où personne ne l'aurait jamais soupçonné. Je me suis dit que si je pouvais parler là, devant Dieu, alors peut-être, enfin, je serais libre. À Saint-Révérien, la petite église protestante où j'allais depuis mes 20 ans, on connaissait tout le monde. Le pasteur David était jeune, avenant, très apprécié. Je l'aimais bien, malgré sa façon parfois un peu rigide de parler du péché. Je l'ai abordé à la fin d'un culte du dimanche. Il était dans la sacristie, rangeant ses papiers. Je me souviens de mes mains qui tremblaient. J'ai dit doucement « Frère David, j'aurais besoin de vous parler, seul à seul. » Il m'a regardé, intrigué, puis a acquiescé. On s'est assis et j'ai tout dit, ou presque. Je lui ai parlé de Serge, de mon silence, de ma peur, de la colère que j'avais contre Dieu, contre les hommes, contre les murs de cette église qui avait protégé l'apparence, mais pas les enfants. Il m'a écouté sans m'interrompre. Il hochait la tête, mais à la fin,
Il a soupiré et il a dit « Sœur Clémence, je comprends que vous souffriez, mais je vous invite à vous tourner vers le pardon. Le pardon, c'est bien, mais qu'en est-il de la vérité ?» Il m'a regardé comme si je venais de dire un blasphème et il a répété « Ce n'est pas notre rôle de remuer les fautes des morts, c'est Dieu qui juge, pas nous. Et les vivants, alors, ceux qui portent encore la douleur? La guérison passe par la foi. Je suis sortie de là vidée, pas écoutée, pas validée, juste recadrée. Et quelques jours plus tard, une sœur de l'église m'a approchée. « J'ai entendu dire que tu disais des choses étranges sur Serge. Ce n'est pas bon pour ton âme, Clémence. On t'aime ici, mais ne laisse pas Satan semer la confusion. » Et là, j'ai compris. L'Église ne voulait pas la vérité. Elle voulait la paix, une paix factice, une paix bâtie sur le silence. Et pourtant, c'était dans cette Église que j'avais pleuré des années, à genoux. C'était dans ces bancs que j'avais supplié Dieu de m'aimer malgré ma honte. C'était là que j'avais tenté de me convaincre que j'étais impure, que c'était ma faute, que mon corps attirait le mal. On m'avait appris à me couvrir, à me taire, à ne jamais poser de questions. Et aujourd'hui que je parlais, on me faisait comprendre que ce n'était pas le lieu, que ma voix troublait l'ordre. J'ai cessé d'aller au culte, pas par rejet de Dieu, mais parce que je ne pouvais plus entendre des versets sur la vérité alors que la mienne n'était pas la bienvenue. Je ne pouvais plus chanter des psaumes de justice quand la mienne était étouffée. Mais Dieu, je ne l'ai jamais quitté. Je lui ai parlé plus que jamais, mais différemment. Je lui ai crié ma douleur. Je lui ai dit ma rage. Je l'ai accusé d'avoir été absent. Et je l'ai supplié de me montrer qu'il m'avait vu ce jour-là dans la chambre, quand Serge fermait la porte. Et une nuit, dans le silence de ma chambre, j'ai senti quelque chose. Pas une réponse, pas un miracle, mais une paix. Pas celle qu'on vend dans les sermons. Une paix rude, réelle, comme une main sur l'épaule, qui ne promet rien, mais qui dit « Je suis là ». Et ce fut suffisant. Je n'attendais plus qu'on me croie. Je n'espérais plus qu'on me lave. Je voulais juste vivre sans me trahir. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire, pas pour les autres, pour moi, des pages et des pages, des souvenirs, des douleurs, des cris silencieux. Et peu à peu, je me suis entendue. Moi, Clémence, la petite fille de Saint-Révérien, la femme qu'on n'a pas crue, mais qui sait, qui se souvient et qui décide enfin de ne plus avoir honte. Si un jour l'Église ou un proche t'a fait taire, commente, ma vérité ne se négocie plus, parce que ta voix mérite d'exister, même si elle dérange. Aime, partage, abonne-toi. Cette histoire est une création originale, fidèle à l'âme de tant de femmes oubliées. J'étais une femme en train de renaître, pas parce que j'avais tout réglé, pas parce que j'étais guérie au sens où on l'entend souvent, mais parce que je ne me mentais plus. Les cauchemars n'avaient pas disparu, mais ils ne m'écrasaient plus. Je les regardais en face, je les écrivais, je leur donnais des noms, et dans cette reconnaissance, il y avait une force. Un après-midi, alors que je triais de vieux cartons dans le grenier, je suis tombée sur une Bible, celle que j'avais reçue à mes 16 ans. À l'intérieur, une annotation en lettres tremblantes. Dieu voit ce que personne d'autre ne voit. Je me suis assise au sol, la poussière dans les cheveux, le cœur battant, et j'ai pleuré. Pas ces larmes de désespoir, des larmes d'éveil. J'ai compris ce jour-là que Dieu n'avait pas détourné le regard, que ce n'était pas lui qui m'avait fait taire, mais les hommes, leur besoin de silence, leur peur de la vérité, leur obsession de l'image. Et j'ai décidé que moi, Clémence Maréchal, 84 ans, veuve, mère, survivante, j'allais vivre ce qu'il me restait de vie dans la lumière. Plus de honte, plus de dissimulation, plus de masque pour apaiser les autres. Je ne criais pas sur les toits, mais je ne cachais plus non plus. Quand une voisine me posait une question, je répondais avec honnêteté. Quand on me parlait de foi, je disais la mienne, cabossée, rugueuse, mais vraie. Et petit à petit, la solitude a diminué, parce qu'en parlant, j'ai trouvé d'autres voix, des femmes de tous âges, des femmes de ma génération qui avaient porté comme moi un fardeau en silence. On se retrouvait chez moi, autour d'un thé, d'un gâteau. On parlait, on riait, même, on pleurait, beaucoup. Mais surtout, on respirait. Je me souviens d'un moment en particulier. C'était une femme de 90 ans, prénommée Louise. Elle a dit « Tu sais ce qui me choque le plus ? Ce n'est pas ce qu'ils nous ont fait. C'est le temps qu'on a mis à comprendre que ce n'était pas notre faute. » Et ces mots m'ont transpercé. Tellement juste, tellement simple. Oui, c'est ça. Ce n'était pas notre faute. Et le dire, l'entendre, le répéter, c'est un acte de résistance. Alors j'ai continué à écrire, à raconter, pas pour devenir célèbre, pas pour exister aux yeux des autres, mais pour ne plus me renier. Et un jour, j'ai décidé que je voulais en faire un témoignage public, une vidéo, ma voix, mes mots, pour qu'une femme, quelque part, l'entende et se dise « Je ne suis pas seule ». Alors je parle, maintenant, devant une caméra,
devant vous, avec mon accent de vieille campagnarde, avec mes mains tremblantes, avec mes silences, mais avec la certitude que ce que j'ai à dire mérite d'être entendu. Il y a une peur qui dépasse toutes les autres. Une peur qui ne te quitte jamais vraiment, même quand tu ris, même quand tu avances. C'est la peur que ta propre fille revive ce que toi tu as subi. Pendant longtemps, j'ai cru que ce que j'avais vécu resterait enfermé en moi, comme une chambre verrouillée à double tour, sans fenêtre, sans issue. Mais en devenant mère, cette chambre a commencé à respirer, et avec elle, la panique d'un possible recommencement. Élodie était une enfant douce. Trop douce, peut-être, le genre d'enfant qui ne dit pas non, qui veut plaire, qui rit pour ne pas déranger. Et ça me brisait. Je la regardais dormir et je priais, pas avec des mots de cathédrale, non, avec des soupirs, des cris muets, des « Seigneur, protège-la ». Fait qu'elle ne croise jamais un Serge. Quand elle a eu 7 ans, elle a voulu aller au catéchisme à l'église évangélique où j'allais à l'époque. Mon ventre s'est tordu. Je me suis forcée à sourire. Mais à l'intérieur, c'était la panique. J'ai accompagné chacun de ses pas. Je faisais semblant d'être une maman confiante. Mais je surveillais, je scrutais les regards des hommes. Je retenais ma respiration chaque fois qu'un adulte s'approchait d'elle. J'étais une mère présente, trop présente, invasive, mais je ne savais pas faire autrement. Comment apprendre à faire confiance quand le mal t'a regardé en face un jour dans ta propre maison? Comment croire aux bons hommes de Dieu quand l'un d'eux t'a volé ton enfance? Et puis, un jour, j'ai vu quelque chose. C'était un simple geste. Un homme de l'église, nouveau, serrait un peu trop les épaules d'Élodie pour une photo de groupe. Rien de concret, mais mon sang s'est glacé. Je l'ai prise par la main, je l'ai ramenée à la maison et j'ai explosé. J'ai vidé mon sac. Pas tout, mais assez pour qu'elle me regarde avec des yeux choqués et me dise « Maman, pourquoi tu ne m'as jamais raconté ça ?» Et là, j'ai compris que j'avais tout fait à l'envers. En voulant la protéger, je l'avais enfermée. En taisant mon passé, je l'avais privée de se comprendre elle-même. Alors je lui ai tout dit, pour la première fois, dans les larmes, dans les silences, dans les tremblements. Je lui ai raconté Serge, la maison, la honte, l'église, le silence. Et elle m'a écoutée, sans juger, sans détourner les yeux. À la fin, elle a dit « Merci maman, maintenant je comprends pourquoi tu avais si peur. » Et elle m'a prise dans ses bras. À ce moment-là, je n'étais plus la mère forte. J'étais la petite fille qu'on n'avait pas protégée. Et c'est elle, ma fille, qui me berçait. J'ai pleuré dans ses bras comme je n'avais jamais pleuré. Des larmes anciennes, des larmes de 70 ans de retenue. Mais dans cette étreinte, il y avait quelque chose de sacré, un passage, une réparation. Élodie m'a promis qu'elle ne laisserait personne lui voler sa voix. Et moi, je me suis promis que je ne laisserai plus jamais la mienne s'éteindre. Ce jour-là, j'ai compris qu'en racontant mon histoire, je n'avais pas seulement sauvé une part de moi, j'avais offert à ma fille la permission d'être libre. Et c'est là que la peur a commencé à reculer, pas à disparaître, mais à se taire, parce que la vérité, même imparfaite, même douloureuse, est plus forte que le silence. Si toi aussi tu as protégé quelqu'un avec ton propre silence, commente « Je refuse de transmettre la honte ». Fais entendre ta voix. Ne laisse pas ta douleur devenir un héritage. Laisse ton commentaire, aime la vidéo et abonne-toi si tu crois en la vérité. Cette histoire est une création originale et fidèle à la réalité de tant de femmes. Il m'a fallu plus de 8 décennies pour comprendre que je passais ma vie à m'excuser. M'excuser d'avoir des émotions, m'excuser d'exister, m'excuser d'être là. J'ai grandi avec l'idée que le silence était une forme de vertu, qu'une femme bien élevée était une femme discrète, qu'une chrétienne sincère ne devait jamais élever la voix, même quand on lui écrasait l'âme. On m'avait appris à sourire en baissant les yeux, à dire merci quand on me blessait, à dire je suis désolé quand je respirais trop fort. Et ce conditionnement, je l'ai traîné comme une seconde peau, même après la mort de Serge, même après les aveux à Élodie, même après les années de solitude et les silences brisés. Je continuais malgré tout à dire ce n'est rien, ce n'est pas grave, excusez-moi. Un jour, une infirmière est venue chez moi pour une prise de sang. Elle a renversé un flacon sur mon tapis. Et moi, devinez quoi? Je lui ai dit « Oh, pardon, c'est ma faute. J'aurais dû protéger le sol. » Et quand elle est partie, je me suis regardée dans la glace et j'ai éclaté de rire. Un rire amer, un rire fatigué, mais aussi un rire lucide. Et ce soir-là, j'ai écrit une phrase dans mon carnet. « Je ne suis pas une faute. Je suis un être humain. » Cette phrase a résonné dans tout mon corps, comme si une cloche invisible sonnait depuis le ventre de l'enfant que j'étais encore. Ce fut le début d'un nouveau chemin, pas spectaculaire, pas bruyant, mais intime, solide et irréversible. J'ai commencé à dire non quand quelque chose me dérangeait. J'ai commencé à poser des limites
à dire « je n'ai pas envie de parler de ça » ou « je ne suis pas disponible ». J'ai même refusé une invitation à un repas de famille parce qu'une personne toxique y serait présente. Et le plus fou, c'est que je me suis sentie vivante, comme si, pour la première fois, j'avais le droit d'être moi. Un jour, dans un groupe de parole pour femmes âgées, une dame m'a dit « Mais enfin Clémence, tu n'as plus à prouver quoi que ce soit à ton âge ». Et j'ai répondu « Justement, à mon âge, je n'ai plus le temps pour le mensonge. » Et c'était vrai. Je ne veux plus d'un rôle imposé, ni de la mamie parfaite, ni de la chrétienne sans faille, ni de la victime muette. Je suis une femme qui a traversé l'enfer et qui est toujours debout. Et je n'ai plus peur qu'on m'en veuille pour ça. Oui, certains de mes proches m'évitent. Oui, certaines personnes ne veulent plus entendre parler de mon histoire. Oui, on m'a même dit « Tu devrais passer à autre chose, à ton âge. » Mais moi, je sais une chose. Chaque mot que je prononce aujourd'hui est une victoire sur le silence. Et si un jour mon histoire devient poussière, alors qu'elle le soit avec dignité, qu'on se souvienne de moi comme d'une femme qui a osé parler, même tard, même tremblante, même cassée. Et si toi qui écoutes cela, tu vis encore dans la peur, dans la honte, dans l'effacement, alors je te dis ceci, tu n'as pas besoin de t'excuser d'exister. Tu es un miracle, même cabossé, même en morceaux. Tu es digne, entière et essentielle. Si toi aussi tu en as assez de t'excuser d'être là, commente « Je mérite d'exister sans honte ». Ta voix a le pouvoir de guérir, pour toi et pour d'autres. Laisse un commentaire, like la vidéo et abonne-toi si tu crois que la vérité guérit. Cette histoire est une œuvre originale, créée à partir d'un vécu réel et transformée avec respect. J'ai souvent cru que la liberté, c'était un mot pour les autres, les jeunes, les hommes, les gens qui n'avaient pas grandi dans le poids des secrets. Moi, j'étais née pour me taire, pour survivre, pas pour m'épanouir, pour obéir, pas pour respirer. Mais aujourd'hui, je suis vieille et dans cette vieillesse, j'ai trouvé une forme de révolte paisible, une force que je ne soupçonnais pas. Je n'ai plus besoin d'être aimée de tout le monde. Je n'ai plus besoin de plaire. Je n'ai plus besoin de justifier mes douleurs. Je suis devenue libre, pas dans le sens où tout est facile, pas dans le sens où le passé s'est effacé. Non, mais libre parce que je ne crains plus la vérité, parce que j'ai fait la paix avec moi-même, parce que je n'ai plus honte. Je vis seule dans ma petite maison de Bourgogne, avec mes fleurs, mes carnets et ma mémoire, parfois capricieuse. Mais je ne suis plus seule dans l'âme. Je suis habitée par toutes les femmes que j'ai été. L'enfant perdu, la jeune fille effacée, la mère inquiète, la survivante et maintenant la sage. Celle qui murmure à d'autres femmes « Tu peux guérir, même tard, même cassé. » Je n'ai pas de diplôme en psychologie. Je n'ai pas de titre. Je n'ai pas de prestige. Mais j'ai un trésor que personne ne pourra m'ôter, ma voix retrouvée. Et avec cette voix, je veux dire à toutes celles qui m'écoutent, ton histoire compte, ta douleur est réelle et tu n'es pas seule. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande audience pour exister. Tu n'as pas besoin de hurler pour qu'on t'entende. Commence par te croire toi-même. Commence par t'écouter dans le silence de ton cœur. Et un jour, tu verras, le monde ne pourra plus te faire taire. Si toi aussi tu crois qu'il n'est jamais trop tard pour se libérer, commente « Je refuse de mourir avec mes chaînes ». Ta parole a du poids, elle peut briser les murs, elle peut sauver une autre femme. Laisse ton commentaire, aime cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne si tu crois que la vérité peut guérir même les blessures anciennes. Ce récit est une œuvre originale, née d'un vécu profond, écrit avec respect et vérité. Toute diffusion en est strictement réservée à l'auteur de cette création.